journal. Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce samedi 17 juin à la une ce soir. Chaque jour qui passe nous rapproche des élections. À l'approche de la réception des dossiers de candidature à différents niveaux, la Commission électorale nationale indépendante approche ses partenaires de la société civile. La réussite du processus est une responsabilité collective, croit-on à la centrale électorale. Aussi banal que cela puisse paraître, les emballages de ciment en République démocratique du Congo sont importés, mais à la fin des travaux de la première usine de production des sacs à emballage de ciment, dont le lancement est intervenu par le ministre de l'Industrie, ça ne sera qu'une lointaine histoire. Nous nous rendrons dans ce site au cours de ce journal. La rareté saisonnière des maïs dans la partie sud et centre du pays impose une thérapeutique de Warriors, mais elle se fait attendre. Ngandajika, un des greniers de la République, le ministre de l'Agriculture, y interroge le projet Prodan. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la RTNC. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les premières dames d'Afrique sont réunies à Kinshasa pour célébrer les 20 ans de leur organisation au service du développement au Palais du Peuple en présence des invités de marque, dont le premier d'entre les Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Obdad a dressé le bilan des 2 décennies d'action au profit des citoyens africains les plus vulnérables et d'ancrer ses ambitions pour les 20 prochaines années. Les premières dames d'Afrique, conduites par la très distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, ont par la suite visité le village Obdad à l'Académie des Beaux-Arts, un moment de partage et d'échange qui marque cette célébration. Naïcha Kelamouila et Patrick Michel Moukoui. 20 ans d'existence et autant d'années au service des plus vulnérables. Les premières dames de l'Obdad étaient bien au rendez-vous de l'évaluation de leurs actions déployées durant 2 décennies. Ce sommet de Kinshasa est le 2e du genre depuis le changement de dénomination de l'Organisation de Premières Dames d'Afrique contre le sida à l'Organisation de Premières Dames d'Afrique pour le développement. Ovationnées par l'assistance à leur entrée dans le chapiteau du Palais du Peuple, les Premières Dames d'Afrique, 12 au total, ont à leur tour réservé un accueil digne à leur invité de marque, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, qui rien que par sa présence a donné une saveur particulière à cette célébration. En ouverture de plénière, la première dame de la République démocratique du Congo et vice-présidente de l'Obdad, la distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi, a noté avec satisfaction l'impact sur le terrain de l'action salvatrice de sa structure en faveur des populations d'Afrique. Le rôle de la femme dans la société, et particulièrement celui de première dame de l'Obdad, engagée à porter le plaidoyer des femmes et enfants du continent africain, a été vivement salué par le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui dans la foulée a sollicité un moment de silence en hommage aux femmes victimes des atrocités commises dans l'est de la RDC depuis maintenant 30 ans par les ennemis de la République. Le discours de Madame Monica Ngengos, première dame de la Namibie et présidente en exercice de l'Obdad, a lancé une série de discussions en panel qui a vu les différentes premières dames exposer en détail leurs contributions au bien-être de leur population. Après la plénière, les First Ladies n'ont que le temps de prendre une photo de famille avant de se rendre au village de l'Obdad, implanté 2 jours plus tôt dans l'enceinte de l'Académie de Beaux-Arts. Denise Nyakeru Tshisekedi et ses pairs premières dames ont visité les différents stands des produits et services qui mettent en valeur l'identité congolaise et le génie africain de l'entrepreneuriat. Découvertes, achats et dégustations étaient au rendez-vous pendant la ronde. Heureuse de partager une vision commune d'une Afrique développée avec des enfants, des jeunes et des femmes en bonne santé et autonomisées, les premières dames d'Afrique restent focus sur leur objectif d'apporter une contribution significative à la santé et au bien-être de populations du continent africain. À la Défense nationale, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a échangé avec la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et représentante spéciale chargée de la question des droits et de violences sexuelles commises en période de conflit. Cette dernière a salué à sa juste valeur les efforts des FARDC et a demandé à Jean-Pierre Bemba de travailler davantage sur une feuille de route qui pourrait amener au délisting des FARDC sur une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nicole Seseploka et Iverson Kababa. L'entretien entre le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo
et la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et représentante spéciale chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, Pramila Patten, a tourné autour de la recrudescence des cas de violences sexuelles constatés récemment dans les camps des déplacés dans la province du Nord Kivu. Et c'est en dépit des efforts fournis par le gouvernement ainsi que les forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre un terme à ces pratiques afin de sécuriser et protéger les populations déplacées. Je lui ai demandé de continuer les efforts, que ce soit en matière de justice militaire, mais aussi dans tout ce qui est formation des membres de la FARDC. Par ailleurs, les questions liées à la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo et les sanctions que devrait prendre la communauté internationale ont également fait l'objet des échanges. Depuis le 17 avril de l'année en cours, le gouvernement congolais, considérant les plaintes et rapports des différents partenaires locaux, nationaux qu'étrangers, stigmatisant les actions de certains membres des unités des FARDC, avait institué une commission d'enquête à travers son ministre de la Défense en vue d'investiguer sur les actions reprochées à certains membres des unités des FARDC à Kwamount et à Goma dans le Nord Kivu. Il vient de participer à la 18e édition du conclave de la Confédération de l'industrie indienne à New Delhi et rentre à Kinshasa avec l'accord de 11 entreprises indiennes prêtes à investir en République démocratique du Congo. Vital Kamerhe, vice-premier ministre de l'économie nationale, qui ne revient pas les bras ballants de ses assises, se félicite de la tenue de ce conclave Inde-Afrique. On écoute cet extrait choisi par Anim Balaka. Effectivement, cette réunion a permis à mon pays, la République démocratique du Congo, de participer et de présenter les atouts qui reposent sur ses potentialités environnementales, minières, agricoles, énergétiques et sociales. Décliner ces projets en infrastructures ferroviaires, routières et fluviales. Je signale en passant que les chemins de fer partant du port en eau profonde de Banana, à l'ouest de la République démocratique du Congo, jusqu'à Uvira à l'est, via Gitega au Burundi, pour atteindre le port de Dar es Salaam en Tanzanie, permettra aussi la connectivité de la fibre optique le long de ce corridor central, en vue de créer une voie de télécommunication de secours à celle existante entre l'Asie et l'Europe. Bref, de présenter des projets structurants de mon pays tournant autour de l'amélioration des conditions de vie de l'homme dans toutes ses dimensions. J'ai échangé avec d'importants investisseurs indiens, tous disposés à venir investir ou renforcer leurs investissements en République démocratique du Congo. La mise en œuvre de la décentralisation en République démocratique du Congo veut s'inspirer du modèle belge. Le ministre congolais de la décentralisation, Eustache Morandi, qui séjourne à Bruxelles, a discuté avec les autorités belges sur le transfert de compétences aux entités territoriales décentralisées. Mireille Ndeke. À l'aube des élections générales qui pointent à l'horizon en République démocratique du Congo, un cycle électoral qui prévoit le scrutin jusqu'au niveau local et urbain sur l'ensemble du territoire national, la participation du ministre d'État en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle, maître Eustache Mohanzi Mumbembe, à Bruxelles, aux travaux tenus au Centre international pour la promotion de l'Afrique, avait pour objectif le partage d'expressions en matière de décentralisation. Au cours de ces échanges de haut niveau avec le partenaire belge, il était également question pour le patron de la décentralisation congolaise de s'exprimer sur la politique gouvernementale dans les domaines de la décentralisation. Les deux parties envisagent une coopération décentralisée dans le cadre de la mise en œuvre de transferts de compétences aux ETD de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo en général et mon département en particulier entendent donc s'inspirer des expériences avérées des entités territoriales décentralisées de démocratie centenaire du Benelux, comme celle de la mairie de Gilles, en vue d'en tirer les bases durables qui lui seront
appliquée. Cette visite du ministre d'État en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle, Maître Eustache Mouhanzi, consolide davantage la coopération bilatérale existante entre le Royaume de Belgique et la RDC, deux États liés par le destin de l'histoire depuis plusieurs décennies. Chaque jour qui passe nous rapproche des élections. À l'approche de la réception des dossiers de candidature à différents niveaux, la Commission électorale nationale indépendante approche ses partenaires de la société civile. La réussite du processus électoral est une responsabilité collective. Le président de la CENI, Denis Kadima, y croit fermement. Titi Samba. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a appelé les organisations de la société civile, chacune à son niveau, à jouer sa partition afin de contribuer à l'aboutissement du processus électoral qui doit déboucher sur des élections de décembre 2023. C'était au cours d'un cadre de concertation organisé dans l'amphithéâtre de l'université William Booth ce samedi 17 juin 2023. Le processus électoral devant conduire au scrutin de décembre 2023 est à une phase importante. Les candidats indépendants, les partis et regroupements politiques sont appelés à soumettre leur candidature selon les prescrits de la loi et les procédures de la CENI. Pour ce faire, il est important pour la CENI que tous les compétiteurs aient le même niveau d'information. Bien auparavant, le deuxième vice-président de la CENI, Didier Manaralinga, en charge de l'organisation des cadres de concertation, a mis en exergue le contexte de ces instants de dialogue qui favorisent une compréhension mutuelle dans le sens d'une harmonisation souhaitée par tous. Présents à cette rencontre, les membres du bureau et de la plénière de la CENI, les représentants des partenaires techniques de la centrale électorale, notamment le représentant du Programme des Nations Unies pour le développement et le directeur pays de la Fondation internationale des systèmes électoraux, Théophilus Doentin, qui a recommandé aux organisations de la société civile de chercher la vérité auprès de la CENI à la place de la vérité politique. Question d'être mieux informés au détriment de tout ce qui se dit à travers divers canaux de communication dont la véracité n'est toujours pas avérée. La partie interactive a permis à l'auditoire d'en savoir un peu plus sur diverses préoccupations soulevées par l'assistance. La réunion du comité des ministres de la SADC en charge des NTIC, transports et infrastructures a vécu ce vendredi par visioconférence sous la présidence du ministre des Pétantiques, Augustin Kibassa Maliba, au nom du président de la République. Au cours de la dite réunion, 3 rapports contenant des décisions clés dans le secteur SIO et numérique ont été adoptés. Nono Mansekou. Plus de 170 personnes, dont les ministres et les hauts fonctionnaires des 16 pays membres de la SADC, ont pris part à la réunion des comités des ministres de la SADC, ministres en charge des transports, des technologies de l'information et de la communication, des météorologies et du comité des ministres responsables d'infrastructures. Il était question au cours de cette réunion d'examiner la mise en jour du plan directeur régional de développement des infrastructures et du plan d'action à court terme pour la période de 2023 à 2027. Une occasion pour les ministres du secteur d'éthique d'évaluer les niveaux de mise en œuvre du plan régional indicatif de développement stratégique et la conformité des décisions ministérielles de la dernière réunion tenue en 2021. Le ministre congolais en charge des Pétantiques, qui a présidé ces assises, a indiqué que les leitmotifs de la SADC est de promouvoir une connectivité large bande, universelle et abordable, étant donné que les NTIC restent les catalyseurs du développement socio-économique de la région. En sa qualité du président en exercice de la SADC en matière de NTIC, Augustin Kibassa Maliba a exhorté les États membres de cette organisation à s'efforcer de compléter la migration de la télévision numérique terrestre, à configurer des points d'échange avancés et à promouvoir les initiatives d'inclusion financière numérique telles que les mobile money et les portefeuilles numériques. Le ministre des Pétantiques a réaffirmé l'engagement de la RDC à poursuivre sa contribution pour la mise en œuvre des projets régionaux en cours. Les États membres de la SADC sont appelés à harmoniser la domestication des cadres juridiques et réglementaires des NTIC de la SADC pour garantir un progrès harmonieux de la région. Cette réunion a été sanctionnée par l'adoption de 3 rapports contenant plusieurs décisions dans les secteurs des transports, des NTIC et d'infrastructures. Augustin Kibassa Maliba a, avant de clôturer la réunion, invité les participants à s'impliquer activement pour la mise en application des décisions prises au cours de ces travaux.
La Société nationale de l'électricité SNEL a pris une part active à DRC Mining Week à Lubumbashi. Son directeur général, Teddy Luamba, devant toute la crème du secteur des mines, rassure de la volonté de la SNEL d'améliorer la qualité de la desserte en électricité. Il a relevé les solutions à court, moyen et à long terme avant d'annoncer la mise en œuvre du projet de l'électrification de 145 territoires de la RDC. Emmanuela Commissaire. Dans le développement de l'industrie minière en RDC, la SNEL a l'obligation de jouer un rôle moteur. À l'occasion de la semaine minière organisée à Lubumbashi, le directeur général ad intérim de la Société nationale de l'électricité, Teddy Luamba, a été invité à s'adresser aux miniers et aux participants sur la problématique de desserte en électricité. L'ingénieur Teddy Luamba a présenté côte à côte des défis auxquels fait face sa société et la batterie de solutions à court, moyen et long terme afin d'améliorer la qualité de service et permettre à la SNEL de générer de bénéfices. Nous avons avancé avec certains partenaires et je pense qu'en ayant 1 ou 2 mois, vous verrez la SNEL revenir auprès de vous pour commencer à matérialiser effectivement la solution de la télé-relève auprès de ses clients finaux. Nous sommes en train de faire en sorte que certains projets que l'on avait trouvés déjà, que ça puisse être clôturé pour que l'on passe directement à la phase d'exécution de ce projet. Son exposé a captivé l'attention du public par la qualité de l'argumentaire. Il a été brillant durant son exposé et j'adhère à tout ce qu'il a présenté comme plan. Le directeur général ad intérim de la SNEL est revenu sur la vision du président de la République d'offrir de l'électricité aux 145 territoires pour soutenir l'économie locale et impulser le développement à la base. Le numéro 1 de la SNEL les a informés de toutes les démarches entreprises pour obtenir de financements nécessaires pour la mise en œuvre de ce projet. 13 millions de dollars américains, c'est la coquette somme débloquée par le Fonds pour la promotion de l'industrie pour construire la première usine de fabrication de sacs miniers et emballages pour les ciments dans l'espace Grand Katanga. Le lancement de travaux de cette usine qui va produire 2 millions de sacs l'année a été lancé aujourd'hui par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Eric Abamba pour le commentaire. Voici le modèle de sac des produits miniers et emballages pour les ciments qui seront fabriqués dans les prochains jours, ici dans l'espace Grand Katanga, par la société Bax & Sac. Cette entreprise vient d'être financée par le Fonds de promotion de l'industrie à la hauteur de plus de 13 millions de dollars américains sur le 25 millions. Cette usine, dont les travaux sont lancés officiellement ces jours par le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kaungia, aura la capacité de produire 2 millions de sacs par année. Julien Paluku a appelé les entreprises minières et les cimenteries de cet espace à consommer massivement ces emballages pour réduire les importations. Nous avons renforcé la capacité de l'entreprise ici en RDC pour qu'il soit à même de produire ces big bags de manière à permettre de ne plus importer ces sacs de l'extérieur, mais désormais de se procurer de ces sacs au Congo parce que ces entreprises donnent de l'emploi aux Congolaises et aux Congolais. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, s'est dit très heureux de voir autour des mines se développer aussi d'autres industries. Comme le veut son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, tourner l'action publique vers le peuple, c'est aussi s'assurer que de tels investissements soient encouragés. La société Bax & Sacs est aussi présente dans la province du Congo central où elle produit déjà 40 millions de sacs par année. La minoterie de Matadi souffle sur sa 50e bougie. La célébration du cinquantenaire de cette industrie agroalimentaire a été marquée par la présence du ministre de tutelle Julien Paluku qui a réitéré son accompagnement dans les efforts de la création d'une industrie locale forte. Cédric Kenina pour le commentaire. Un demi-siècle dans la production de farine essentielle à la production du pain et aliments pour bétail. Un fleuron pour l'industrie locale, d'où la présence du ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaungia, au 50e anniversaire de la minoterie des Matadi, qui est passé, il faut le dire, de 350 tonnes de blé le jour en 1973 à sa création à 1020 tonnes en 2023. Moment solennel et propice pour les patrons de l'industrie de la RDC de réitérer l'engagement du gouvernement à accompagner l'élan du redressement industriel qu'incarne la Midema.
C'est un honneur pour la RDC d'avoir connu Midema naître en 1968 et 5 ans plus tard, travailler effectivement pour qu'aujourd'hui nous célébrions les 50 ans. Je voudrais aussi remercier nos retraités qui ont fait 50 ans au sein de la Midema. Je voudrais remercier nos clients, les boulangers, les mamans Mikaté, les distributeurs, les fournisseurs pour leur constante confiance et fidélité. Leader dans l'industrie agroalimentaire, notamment la production des céréaliers, elle fut à l'origine de la première production et unique de la farine fortifiée du pays. Ngandajika, dans la province de Lomami, a accueilli le ministre de l'Agriculture, José Mpanda. Le projet Prodan est passé au peigne fin pour en évaluer l'impact et corriger ce qui doit l'être. Marie Kalong. Atterri à l'aéroport de Bipemba à Mbujimaï dans l'après-midi de mercredi 14 juin, le ministre de l'Agriculture s'est directement rendu en véhicule à Ngandajika. Arrivé tard dans la nuit, Maître José Mpanda Kabango a communié avec la population. C'est le matin de jeudi 15 juin que le ministre de l'Agriculture et la délégation qui l'accompagnait sont descendus au site prévu pour le développement de Prodan au village Nyongolo, bravant une route chaotique et traversant la rivière Mpata sur un bac presque archaïque. Après la découverte de ce site de 4,5 000 hectares et l'entretien avec les chefs de terre, le ministre de l'Agriculture s'est ainsi exprimé. Ngandajika a présenté tout ce qu'il y avait comme potentialité agricole. Nous devons faire un effort pour que nous puissions absolument lancer les travaux pour couper la dépendance à l'extérieur et arriver même à produire assez et exporter même. C'était un crénier agricole. Nous pouvons arriver à remettre Ngandajika comme il a été avant. Pour éviter l'échec de ce projet initié en novembre 2021 et financé à hauteur de 70 millions de dollars américains par la Banque africaine de développement, alors que son évaluation correcte est d'au moins 400 millions de dollars américains, Maître José Mpanda Kabango, qui est dans l'approche de partenariat public-privé, va y associer avec l'aval obtenu de la BAD et du gouvernement congolais, la société Heureuse dont le représentant est dans la suite. Dans sa générosité légendaire, Maître José Mpanda a, sur le chemin de retour, payé les frais de la traversée de la rivière Mpata d'une centaine de vélos et motos transportant les denrées alimentaires vers Ngandajika. Le tout premier colloque international a été organisé à l'université officielle de Mbujimaï à l'occasion de son 30 ans d'existence. Son recteur, l'abbé Apollinaire Sikata, l'a dit devant la presse locale lors d'un point de presse. On l'écoute. Après 30 ans d'existence, nous allons organiser notre premier colloque international. C'est un colloque qui a pour thème Monseigneur Tarsis Tshibangou et l'université congolaise, les défis d'un héritage. Pour nous, une jeune université de 30 ans, nous allons nous arrêter pour penser l'université congolaise à travers tout l'héritage personnel, tout l'héritage scientifique, tout l'héritage administratif, juridique que nous avons reçu de Monseigneur Tshibangou. On a invité des personnes, des professeurs qui viennent des différents coins du Congo, mais aussi d'autres universités partenaires en Europe. 2 universités partenaires, l'université Rey Juan Carlos de Madrid, qui a déjà financé notre laboratoire d'informatique. Les recteurs en personne viennent participer à notre colloque. Des jours aussi où on va réfléchir sur notre université, l'université congolaise, afin de dire, on a cheminé pendant 30 ans, comment est-ce qu'on va amorcer, marcher vers les autres années qui viennent. Quelle université, que faire pour qu'on soit une véritable université. L'Institut technique et social de Ngiringiri, vieux de plus de 5 décennies, va recevoir sa cure de jouvence. Dans la même veine, il y a lieu de savoir que les travaux de construction du pont sur la rivière Bumbu avancent normalement. Les ingénieurs de 2 entreprises commises à cette tâche l'ont affirmé à la députée nationale Henriette Ouamou et les responsables de l'église de Saint de Dernier Jour qui finance ces œuvres. Fifi Mukundi. Après plus de 60 ans, les élèves de l'Institut technique social de Ngiringiri vont bientôt étudier dans un cadre répondant aux normes. Les travaux de réhabilitation de cette école située au centre de Kinshasa évoluent normalement. Constat de la députée nationale Henriette Ouamou, l'initiatrice de ces projets à travers son plaidoyer auprès de son partenaire, l'église des Saints des Derniers Jours. L'entreprise commise à cette tâche s'attelle aux travaux des charpentes. Nous avons fait la dépose des gîtages
et nous avons corrigé la toiture que vous voyez derrière nous. L'opportunité offerte par cette visite a permis à la délégation de l'élu de la FUNA de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de la modernisation du pont qui sera jeté sur la rivière Bumbu, reliant les quartiers Kimbangu 2 et 3. Les ingénieurs affirment que les travaux de construction de cet ouvrage vont bon train. Nous sommes déjà à 50% d'évolution des travaux. D'ici là, on peut déjà commencer à faire des travaux de pont. L'honorable Ouamou s'est dit optimiste quant à la reprise des trafics. En tout cas, tout se passe très bien. Je sens la joie de la population qui sont contents de voir qu'ils auront un nouvel ouvrage ici. Donc le pont qui sera jeté ici va servir et non seulement à la population mais aussi aux véhicules. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que ça n'a jamais eu lieu dans ce quartier. Avec l'appui de l'Église des Saints des derniers jours, la Fondation Arrête Ouamou a tant allongé la liste des projets similaires. L'addiction aux appareils électroniques rend nos enfants asociaux et entame certains de leurs organes comme les yeux. La nouvelle technologie de l'information et de la communication n'ont pas que des bons côtés. L'utilisation doit être mesurée, nous dit Jenny Chabani. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont l'incidence sur le développement intégral de l'enfant. La multiplicité des bouquets des chaînes de télévision, les tablettes, les jeux vidéo et des téléphones portables oblige les enfants à rester pendant longtemps devant l'écran et les expose aux ondes magnétiques. Pour certains psychologues, psychiatres et psychanalystes, l'exposition des enfants devant les écrans peut avoir des effets nuisibles sur la vision, le comportement, voire le développement physique et psychique de l'enfant. Selon Serge Tisseron, psychiatre, psychanalyste, si un bébé regarde la télé avant 3 ans, cela risque de retarder son développement car cette activité bloque son développement sensoriel et psychomoteur. Après 3 ans, il est recommandé aux parents d'aider l'enfant à sélectionner les programmes afin de l'orienter. Certains programmes, notamment les films de violence et autres, exposent les enfants à l'agressivité et aux pratiques sexuelles irresponsables, voire au fétichisme et à la magie. Des heures d'exposition au petit écran ont aussi des effets nocifs sur la vision de l'enfant. Nous avons connu beaucoup d'enfants aujourd'hui, à 19 ans, qui se présentent un problème de lunettes. À 10 ans, qui a un problème des yeux. Si vous allez plus loin dans l'histoire de sa famille, vous allez dire que non, cet enfant, depuis qu'il il était cloué à la machine. Nous sommes arrivés à consulter 180 malades. Et dans les 180, la tranche d'âge de 5 à 10 ans, on les a trouvés avec le glaucome. Vous avez. Et puis quand on fait l'anamnèse fouillée, on va vous dire que non, à moi vraiment, je lis rarement, mais je regarde que tout ça, parfois je peux rester à la télévision 24 heures sur 24 heures. Ces faits doivent interpeller les parents qui ont la responsabilité de veiller à la croissance et à l'éducation des enfants ainsi qu'à leur développement et d'assurer leur développement intégral. Des semences biofortifiées, des nouvelles technologies dans la lutte contre la malnutrition au bénéfice des provinces de Kwilu, Kasaï et Sud-Kivu. Un plan de vulgarisation vient d'être validé. Ça concerne le manioc, la patate douce jaune, haricots et autres. Il sera financé par Averest Plus. Yvette Makuntima, Cédric Enina et Fiston Ouavingana. Des cultures et la consommation des aliments biofortifiés riches en vitamines et en minéraux pour le bien-être de la population en République démocratique du Congo. Un plan de vulgarisation agricole vient d'être validé et adopté à Kinshasa dans le projet multisectoriel de nutrition et santé dans le but de lutter contre la malnutrition chez les enfants de 0 à 23 mois, les femmes enceintes et allaitantes. Les services nationaux de vulgarisation agricole SNVA et Harvest Plus s'accordent pour offrir les cultures biofortifiées de qualité dans 3 provinces, à savoir les Kasaï, les Kwilu et les Sud-Kivu. Je crois qu'après cette étape de la validation du plan de vulgarisation, il y a l'étape de la signature de la convention avec Harvest Plus. Donc c'est après cette signature-là qu'on pourra, dans un chronogramme normal, fixer toutes les activités. Le montant global de ce plan est de 500 000 $. Donc c'est ça, avec les 500 000 $, on va exécuter les activités sur terrain. Nous devons vulgariser la biofortification, qui est une nouvelle technologie, et en ce sens permettre aux agriculteurs des différentes provinces
de maîtriser cette technologie afin de mieux produire et de vendre ces produits-là afin de les rendre disponibles sur le marché. Plus de 100 000 ménages répertoriés vont bénéficier de ce vaste projet avec un appui technique et financier des Harvest Plus à hauteur de $500 000 américains. Un grand culte écuménique pour la paix en République démocratique du Congo, plus précisément dans sa partie est, sera organisé demain 18 janvier 2023 à l'espace de l'aérogare de Ndolo à 11h11. L'initiatrice, la ministre d'État en charge du portefeuille, en a fait part aux responsables des confessions religieuses. Angèle Mabialalonde. Tout est fin prêt pour accueillir les milliers de fidèles pour la grande prière axée sur l'intégrité territoriale de ce dimanche 18 juin 2023 à l'espace Ndolo. L'initiatrice de ce grand rendez-vous des chrétiens, l'intercesseuse, la diaconesse Mama Kipendano Adel Kainda Maïna, a effectué une descente sur le lieu, question de s'assurer des dispositifs sécuritaires et autres. Que la Bible déclare que personne ne déplace les bornes. Mais nous, en RDC, il y a l'ennemi qui veut tenter de déplacer les bornes. Notre héritage, c'est la terre. Toi, terre, je te parle. Je te proclame pour demain que tu es pour la RDC. Tu n'es pas pour nos voisins. Les mamans, venez avec vos pagnes. Avec vos nattes, nous allons prier comme d'habitude, ventre couché par terre. Demain, 5h11, venez. Que toutes les provinces, nous sommes ensemble pour cette prière. Nous tous, l'entrée, l'unique, c'est sur Avenue Bokassa. Sandra. Quel message apportez-vous au peuple de Dieu ce soir? Un message de paix, et surtout pour mobiliser toutes les Quinoises et Quinois pour la journée de demain. Parce que demain, nous avons un grand culte. Ce culte concerne tout le monde. Donc je suis là sur ce plateau pour dire à toutes les Quinoises et à tous les Quinois, demain à 11h11, sur la place de Ndolo, nous organisons un grand culte où on nous a intercédé pour le pays, pour la paix et l'intégrité territoriale. Voilà un peu la raison de ma présence sur ce plateau. Donc on peut dire à tous les Quinois, toutes les confessions religieuses confondues, peuvent se rendre au stade, à l'espace, l'aérodrome de Ndolo, c'est ça? Bien sûr, toute personne est prise de paix, parce que le pays traverse des moments très difficiles, la guerre à l'Est, l'insécurité et toutes ces choses. Nous pensons que les FARDC sont en train de faire leur travail, combattre avec les armes. Et nous, les chrétiens, nous avons aussi nos armes spirituelles, la prière, notamment la prière. Et c'est ce que nous voulons utiliser, notre prière, l'intercession, pour pouvoir faire changer les choses par la prière. Et avec la foi, nous pensons que la paix va revenir en République démocratique du Congo, monsieur l'évêque général. Un dernier mot? Mais je suis convaincu que différents hommes de Dieu, différents leaders de nos églises, notamment moi je suis des églises d'éveil, je sais que tous mes amis seront là, l'évêque Nkuna, l'apôtre Paul Mutombo, le général Sonika Futa, ils sont nombreux, nous serons tous là pour déclarer, faire des déclarations prophétiques sur notre nation. Et je crois de tout mon cœur que Dieu est celui qui écoute la prière et il écoutera la prière certainement. Archevêque général Albert Kankinza Monambo, merci d'avoir accepté notre invitation et merci pour l'appel lancé au peuple de Dieu. C'est moi qui vous remercie. Le culte est donc prévu demain, dimanche 18 juin 2023. 22 ans déjà depuis que le parti politique Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, a vu le jour. Les cadres et militants de cette formation politique se sont retrouvés autour de leur représentante nationale dans un culte d'action de grâce pour célébrer cet anniversaire. Regardez. Les petits mots qu'on voulait adresser à nos combattants et combattantes disséminés à travers les 26 provinces de la RDC et de leur souhaiter bon anniversaire, malgré qu'il y a 2 ans que nous avons perdu un baobab. Aujourd'hui, l'UNAFEC fête ses 22 ans et présentement nous sommes dans la fédération de Kinshasa où il y a eu l'initiative de Madame Sakina et nous demandons que notre Seigneur, notre Dieu, le Très-Haut, le Tout-Puissant,
lui qui nous dirige nuit et jour, qu'il veille sur nous et que cette année, c'est l'année problématique, en quelque sorte en politique, problématique puisque c'est l'année électorale et que nous implorons la main de Dieu, qu'il regarde notre parti. Aujourd'hui, nous nous alignons pour nous jeter dans les jeux électoraux. Nous voulons que notre Seigneur Jésus nous donne la force, nous donne le courage de nous aligner comme tous les partis politiques et surtout que l'UNAFEC, c'est un parti de masse. À tous et à toutes, bonne fête. La déforestation et la protection de l'écosystème congolais, une firme britannique veut collaborer avec l'Institut congolais de la conservation de la nature, ICCN, une délégation de la firme Limtech et à Kinshasa, et a échangé avec le directeur général adjoint de l'ICCN, Alain Bikaï, nous en parle. La protection de la biodiversité et l'écosystème de la République démocratique du Congo préoccupe les staffs dirigeants de l'Institut congolais de la conservation de la nature. Pour renforcer les activités de cet établissement sur le terrain, une délégation de la firme britannique Limtech était conduite à la primature par le directeur général adjoint de l'ICCN, Théo Difumangombo. Sur place, le conseiller principal du Premier ministre en charge de l'agriculture a échangé avec elle sur les opportunités qu'offre la RDC dans le secteur de l'environnement et l'agriculture. Au sortir de l'audience, Théo Difuma et les chefs de la délégation de cette firme ont fait les points. Nous sommes venus rencontrer les autorités de l'ICCN pour discuter à propos de la signature d'un protocole d'accord, la reforestation et puis dans les pêches et les mangroves dans les fleuves du Congo. Bon, nous sommes venus répondre à l'appel du chef de l'État qui nous a fait confiance et il nous a donné comme mission afin de chercher aussi des partenaires pour venir investir au niveau de la RDC. Après la primature, ces investisseurs britanniques ont pris l'angle tour à tour avec le directeur général de l'ICCN et le président du conseil d'administration. Avec Milan Gangai Yves, il était question de scruter tous les contours de ces projets devant amener à la signature d'un partenariat. Le président du conseil d'administration, Bernard Mikobi, est revenu sur les rôles et les missions de son institution dans la protection de l'environnement. Et ce communiqué avant de boucler complètement ce journal, la Société nationale de l'électricité SNEL SA, département de distribution de Kinshasa DDK, informe son aimable clientèle que suite aux travaux prévus à la sous-station Makala, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce dimanche 16 juin 2023 de 8h à 17h dans certains quartiers des communes ci-après, Ngaliema, Lemba, Mongafula, Selemba, Ungaba, Makala, ainsi que le site universitaire du Moamba. Toutefois, le rétablissement de l'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux prendront fin. La SNEL-SA présente ses excuses pour ce désagrément lié aux travaux. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Guadoliti, au nord Ubangui et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Mamie France Zaina. Moi, je vous reviens la semaine prochaine. Excellent week-end à toutes et à tous et très bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.